Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main. Oui, je veux terminer la chose dans 2 mains. Nous sommes ici seuls et l'on peut, ce me semble, sans craindre d'être ouïs, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami, je vous ouvre mon cœur? Votre dessein, pour vous, me fait trembler le cœur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous. Et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont 100 pauvres maris ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique qu'on ait vu garantie, que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde d'une autre ville aussi, où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux, mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu, parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit, qui ne lui sert de guère. L'autre, en toute douceur, laisse aller des affaires, et, voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une de son galant en adrette femelle fait fausse confidence à son époux fidèle qui dort en sûreté sur un pareil appât et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense, et le mari benêt, sans songer à quel jeu. Sur les gains qu'elle fait, rendez grâces à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche on rit aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir débiter les choses qui se passent. Mais quoique l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste, et bien qu'aux occurrences je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne souhaite de souffrir nullement ce que d'aucun mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il faut craindre un revers de satire, et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas de ce qu'on pourra faire ou bien ne faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelque disgrâce humaine. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en rire sous main. Et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement, comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue adobée d'importance, qu'on vous a vu contre eux un diable déchaîné. Vous devez marcher droit pour n'être point berné. Et s'il faut que sur vous on ait la moindre prise, gare qu'au carrefour on ne vous tympanise et... Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé, qui pourra m'attraper sur ce point? Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes, et comme on est dupé par leur dextérité. Contre cet accident, j'ai pris mes sûretés et celles que j'épouse,
à toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot? Épouser une sotte est pour n'être point sotte. Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Ouais, j'irai me charger d'une spirituelle qui ne ferait rien que cercle et que ruelle, que visiterait marquises et beaux esprits, tandis que sous le nom de mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, même ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle, on joue au corbillon et qu'on vienne à lui dire à son tour qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est dans votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous après tout qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux que je crois d'avoir toute sa vie une bête avec soi. Pensez-vous le bien prendre et que, sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut, pour le moins, qu'elle ose le vouloir. Et la stupide au sien peut manquer d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, c'est que Pantagruel à Panurge réponds. Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte, prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi et de qui la pleine et soumise dépendance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente, et grande, je l'ai vue à ce point innocente, que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure à 100 sortes de monde est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison, où nul ne me vient voir. Et, pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz, pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner
et voir si, de mon choix, on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez, dans cette conférence, juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup, je l'admire. Et parfois, elle en dit, dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander, avec une innocence à nulle autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon. Me voulez-vous toujours appeler de ce nom? Ah, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche, et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser, à 42 ans, de vous débaptiser, et d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison par ce nom se connaît, la Souche plus qu'Arnolphe à mes oreilles plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et, sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre qui, n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, y fit tout alentour faire un fossé bourbeux, et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte. Mais enfin, de la Souche est le nom que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appas. Et m'appeler de l'autre est « ne m'obligez pas ». Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre, et je vois même encore des adresses de lettres. Je le souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous... Souhait. Là-dessus, nous n'aurons point de bruit, et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières. Il est un peu blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion un chacun est chaussé de son opinion. Ouvrez! Ouvrez! Qui va là? Ouais! On aura que je pense grande joie à me voir après 10 jours d'absence. L'orge! Eh bien, Ouvre le beau! vas-y toi. Vas-y, toi! Ma foi, je n'irai pas. Je n'irai pas aussi! Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là, oh! Je vous prie, Qui frappe? votre maître. Allez, Quoi? c'est monsieur. Ouvre, vite. Ouvre-toi! Je souffle notre feu. J'empêche peu du chat que mon moineau me sorte! Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours. Ah! Par quelle raison y venir quand j'y cours? Pourquoi plutôt que moi? Le plaisir trop d'ordonne! Ôte-toi donc de là. Ôte-toi toi-même! Je veux ouvrir la porte. Et je veux l'ouvrir! Moi! Tu ne l'ouvriras pas. Et toi non plus! Et toi? Il faut que j'ai d'ici l'âme bien patiente. Au moins, c'est moi, monsieur. Je suis votre servante. C'est moi. Sans le respect de monsieur que voilà, je te peste! Partout! Veuillez
ce lourdeau-là? C'est elle aussi, monsieur. Que tous deux se taisent! Songez à me répondre et laissons la fadaise. Eh bien, Alain, comment se porte-t-on ici? Monsieur, Monsieur, nous portons. Dieu merci, nous... Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien. J'ai tort. Faites descendre Agnès. Lors que je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non? Si fait! Pourquoi donc? Oui, je meurs. Et vous croyez voir de retour à toute heure. Et nous n'ayons jamais passé devant chez nous. Cheval, âne ou mulet, qu'elle ne prie pour vous. La besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or, les puces qui m'ont la nuit inquiété. Ah, vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut, ne vous ennuyez point. Je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuses de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science. De valoir cette honnête et pudique ignorance, ce n'est point par le bien qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit... Que vois-je? Est-ce... Oui. Je me trompe. Marie? Si fait. Non, c'est lui-même. Seigneur Arnold! Ah, joyeux extrême! Mais depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent un peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà. Après que je l'ai vu, pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, honte votre père, mon bon et cher ami, que j'estime et révère. Que fait-il? Que dit-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous ne nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est, écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue, et la raison encore ne m'en est pas connue.
Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous a-t-on point dit comment on le nomme? Henrique. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir. Et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des habits des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est mon que d'en user ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments, et j'en crée merveilleux les divertissements. Et chacun a si plaisir qu'il se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont dans ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince, et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une? Vous étiez point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure. Bon. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis, chez elle, ouverte un doux accès. Et sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis, simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir, un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. oh, je crève. Pour l'homme, c'est je crée de la zousse ou source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom, riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? La fâcheuse pilule. Et vous ne dites mot? Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Quoi? C'est-à-dire oui, jaloux, à faire rire, sot. Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou pour ne vous point mentir, et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin
Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu. J'irai tantôt chez vous rendre grâce. Oh, faut-il... De le chef! Veuillez être discret et n'allez pas, de grâce, éventer mon secret. que je sens en mon âme. Et surtout, à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh, que j'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montrait-il jamais tant de fureur. Mais, ayant tant souffert, je devais me contraindre, jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquette indiscrète et savouer pleinement leur commerce secrète. Tâchons à leur rejoindre, il n'est pas loin, je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver, et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver.